Bien, allez, on va démarrer. Ça ramènera un complément. Donc, dernière session. Là, l'idée, c'est, en forme de pitch inversé, de présentation de deux grands acteurs du tourisme. On va commencer avec Ciblu, présentation seule ou à deux. À deux. Donc, je vous laisse vous présenter. Deux petites slides en support et puis ça restera interactif. L'idée, c'est de pouvoir aussi à la fin échanger avec vous trois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, ravi d'être à cette rencontre du e-tourisme avec Tom ici. On va vous parler un petit peu de Ciblu. Est-ce que déjà certains d'entre vous nous connaissent, puisque nous sommes ravis d'être dans les grands groupes aussi. En tout cas, nous, on se considère comme un groupe intégré. On a toutes les fonctions de l'hôtellerie de plein air au sein de Ciblu et on va un petit peu vous parler de notre projet d'entreprise. Donc moi, je suis directeur des nouvelles technologies. Je suis depuis 3 ans chez Ciblu, membre du board. Et Tom, à mes côtés aussi, vous parlera un petit peu plus précisément sur les projets qu'il a pu mener autour de la mobilité, du terrain de jeu qu'on vous propose de venir occuper à nos côtés pour essayer d'innover encore plus. Donc Ciblu, qu'est-ce qu'on fait dans les grandes lignes ? On fait de l'hôtellerie de plein air. On a un modèle qui est plutôt résidentiel ou totalement résidentiel, puisqu'on accueille près de 11 000 propriétaires sur nos 23 villages en France et 3 nouvelles destinations aux Pays-Bas qu'on vient de conquérir. Donc c'est un modèle qui nous permet de positionner une expérience sur 8 à 9 mois de l'année sur l'industrie de plein air pour avoir un groupe intégré qui fonctionne sur l'ensemble des services une grande partie de l'année. Ciblu, en termes de modèle, vous voyez qu'on a un modèle assez orienté autour d'un cycle, ce que représente cette image. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous commenter très rapidement pour vous expliquer la logique. C'est qu'on a des propriétaires, mais qui sont aussi finalement des locataires. Ces propriétaires de mobil-home nous louent une parcelle. On est propriétaire de nos emplacements et on leur propose, au travers de location de loyer, de réduire ce loyer en leur logeant des vacanciers dans leur mobil-home. Donc pour faire simple, vous êtes propriétaire chez Ciblu, vous payez un loyer. Si vous n'occupez pas votre mobil-home toute l'année, via nos plateformes et via nos services, on vous propose d'accueillir des vacanciers, donc de faire du mobil-home exchange, en tout cas d'accueillir des populations qui souhaitent, eux, mettre à disposition d'autres mobil-homes pour d'autres usages. Donc cette capacité, c'est vrai qu'elle est en forte croissance puisqu'on ouvre sur toute la saison et là, cette année, exceptionnellement, on va ouvrir aussi jusqu'à mi-décembre l'ensemble de nos villages de vacances. Donc ça, c'est aussi un vrai avantage pour nos propriétaires et notre agilité le permet. Et on va avec cet avantage commercial qu'on leur procure, en leur reversant une partie de ces revenus de location, eh bien on leur propose chaque année, plutôt tous les 5 ans, puisqu'il y a quand même des cycles d'engagement, on leur propose de renouveler leur mobil-home avec des produits d'encore plus haut de gamme. On est en train d'innover sur le secteur avec des produits d'exception, peut-être à étage bientôt, ou avec des équipements jacuzzi et encore plus haut de gamme. Donc c'est un positionnement qui est assez unique dans l'industrie du plein air et on voudrait aller encore plus loin avec la rencontre de ces deux communautés, nos 10 000 propriétaires ou 11 000 et puis tous ces vacanciers qui viennent aujourd'hui dans cette économie du partage nous aider à faire vivre et à amener de la vie sur tous nos villages de vacances. Avant de laisser la parole à Tom, donc juste pour finir, si on est là aujourd'hui, c'est parce c'est notre première intervention sur ces rencontres, donc on est ravis de participer et d'avoir participé aussi à d'autres interventions. C'est qu'on a un terrain de jeu à vous proposer, ou à proposer en tout cas à des personnes qui voudraient nous aider à développer cette expérience client. Donc soyez curieux, posez-nous aussi toutes les questions qui sont un peu techniques après, si vous voulez qu'on entre un peu plus dans la techno. Le but, c'est une discussion aussi assez ouverte. On n'a pas de chemin tout fait, on a plutôt une vision d'entreprise et on a beaucoup de choses à écrire dans ce groupe qui a maintenant 35 ans. Donc voilà, soyez aussi ouverts sur les questions. Et puis je laisse un petit peu Tom vous présenter ce qu'il a lancé sur les 2 dernières années. On est au début de cette nouvelle histoire sur la mobilité. Alors, je suis Tom Camin, je suis chef de projet technique chez Ciblu. Je connais bien le monde de la start-up, puisqu'avant moi-même, j'ai monté quelques start-up et j'ai rejoint Ciblu aussi pour apporter un peu ce dynamisme, cette vision mobilité. Faut savoir, chez Ciblu, un peu plus de 70 personnes, 70% des gens réservent et utilisent le mobile comme point de contact finalement pour réserver chez nous, pour avoir de l'information. Dans ce cadre-là, on a développé il y a 2 ans une application mobile
assez standard qui propose de l'information pour savoir qu'est-ce qui se passe sur les villages, savoir les ouvertures de piscine, savoir comment trouver son mobil-home, savoir comment trouver la piscine, l'épicerie, retrouver son programme d'animation, retrouver les actualités. C'est une première base pour nous. Le but, c'est de fournir un maximum de services, fournir de l'interactivité dedans, permettre voilà, aux vacanciers, aux propriétaires d'immortaliser peut-être des belles photos et de les partager, d'avoir voilà, des choses de plus en plus poussées dans cette application. On voit que les gens sont des mobinotes maintenant, ils aiment voilà, avoir leur téléphone, immortaliser les moments, mais voilà, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et vraiment le but là-dedans dans Cblue, c'est de dire on a un premier palier qui est d'équiper les gens d'un point de contact dans leur poche. Maintenant, c'est de leur fournir une expérience immersive, de leur permettre voilà, d'aller plus loin dans leur expérience sur leurs vacances. C'est souvent des familles, avec des enfants, un partage avec les grands-parents. Voilà, il peut y avoir une expérience assez poussée là-dedans. Donc le mobile, pour nous, est la voie la plus intéressante pour discuter avec les gens. Donc aujourd'hui, nos sites sont responsive pour la réservation, pour la gestion de la capacité de nos propriétaires, pour mettre leur mobile-home en location. Mais c'est vrai qu'au final, voilà, c'est le mobile qu'on garde toute la journée dans la poche. Et c'est là où nous, on voit une vraie opportunité. On a travaillé en expérience de start-up. On a travaillé avec Sweekly, qui est passé par ici, qui est venu faire un contest il y a 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas. Ils avaient fait sensation, puisque je crois qu'ils avaient gagné un prix. On les a, pour vous donner une petite idée, on les a croisés il y a 1 an sur un salon, pas celui-là. On a discuté une demi-heure avec eux, on a accroché sur l'idée qui était de faire de la caution finalement, mais qu'on ne gère plus les cautions, que ce soit Sweekly qui gère les cautions pour nous. C'est un gros casse-tête, et au final, cette partie caution, c'est géré par les villages, c'est géré un peu par la centrale. Voilà, c'est un gros volume, beaucoup de contraintes et beaucoup d'opportunités à la fin. Donc on a croisé Sweekly, on a parlé 30 minutes avec eux, on a aimé leur concept, ils ont été très agiles. Donc on les a vus en fin de l'année dernière, ils sont intégrés avec nous de façon très souple et on les a mis en test sur l'ensemble de nos villages dès cette année. On a eu des retours d'expérience qui ont été plus que bons, puisque on va continuer avec eux. C'était quasiment, on était à 30%, si je ne me trompe pas, de taux d'adhésion finalement à Sweekly. Donc c'est pour une première année, pour chez nous, dans notre contexte, c'était vraiment un bon point. Et le but là-dedans, c'est de continuer parce que c'est du mobile finalement avec Sweekly. Alors, on peut le faire sur ordinateur, mais c'est de dire aux gens, avant d'arriver sur le village, mettez votre caution et vous avez plus ça à faire à l'accueil. Donc le but, c'est de dire aussi aux gens, ne passez plus par l'accueil en arrivant sur les villages. Vous avez déjà le plan du village sur votre appli, vous avez déjà les informations sur les ouvertures de la piscine, sur toutes les informations. Donc mettez votre caution, mettez votre plaque en ligne avant d'arriver, mettez toutes les informations. Et finalement, soyez libre en arrivant, d'arriver dans votre mobil-home, de poser vos affaires et de directement aller à la piscine, profiter de vos vacances. Voilà, c'est l'expérience qu'on veut procurer aux gens, c'est de dire si vous avez besoin de nous, on est là. Mais si vous n'avez pas besoin de nous, faites votre vie parce que vous êtes en vacances, vous n'êtes pas là d'être en contrainte, d'avoir plus de contact avec des gens si vous n'en avez pas envie. Voilà, profitez de vos vacances. C'est un camping, c'est un endroit de fun, familial, avec des piscines, avec plein de choses. Et le mobile est là pour vous accompagner, pour vous donner les bonnes informations, les bonnes interactions, des expériences différentes, peut-être immersives, peut-être... voilà. L'expérience aujourd'hui qu'on a, c'est vrai qu'elle est encore au début de cette personnalisation. On parle, nous, chez Cblue, de vouloir standardiser tout en faisant du personnalisé. Et c'est aussi l'enjeu de cette période qui s'ouvre. Il n'y a rien de plus qu'un mobil-home qui ressemble à autre chose qu'un mobil-home, finalement, quand vous les voyez de l'extérieur. On a étudié plein de choses, les vues aériennes. Alors, je l'ai vu de drone d'un camping en mobil-home. Enfin, vous voyez, ça fait que des tuiles blanches, ça n'a aucun intérêt. On a fait des visites virtuelles, je vous voyais regarder les modèles. Donc, il y a pas mal de choses, mais finalement, la vraie personnalisation, et j'aimais bien le retour d'expérience aussi ce matin de Home Exchange, c'est que chaque personne, chaque propriétaire va personnaliser son mobil-home, puisque c'est le sien, aussi sa parcelle. On a des passionnés de jardin qui nous font des carrés d'herbe aromatique, qui ont mis une belle plancha, etc. Et donc, quand on a des vacanciers qui recherchent une expérience chez nous, Cblue, ils ont besoin de beaucoup d'informations sur quel est le type de logement qu'ils veulent louer pour une tribu, un mobil-home ou 2 mobil-homes accolés avec un carré détente au milieu. Donc, on souhaite aujourd'hui aller plus loin dans cette demande personnalisée
et aller chercher finalement auprès de nos propriétaires, qui sont eux assez demandeurs de trouver une clientèle exigeante, haut de gamme, qui cherche une expérience familiale dans un groupe intégré, de leur proposer cette mise en relation de nos deux communautés. Donc on est au début de cette histoire, on a des chiffres assez prometteurs si on met tout ça dans des grands tableaux Excel. Bon, après c'est que des maths, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous sur est-ce qu'il y aurait 1, 2 ou 3, on va dire, killer applications ou killer fonctionnalités qui viendraient renforcer cette idée, comme on l'a eu avec Sweekly l'an dernier, d'ajouter chaque année dans ce portefeuille d'applications une expérience enrichie pour les propriétaires et pour les vacanciers. Quoi vous dire de plus sur l'expérience plein air? Donc on parle de résidentiel. Qui dit résidentiel dit aussi tout ce qui est service autour de la domotique. On est en train de tester des mobilhomes dits connectés. Alors, pour faire simple, on est en train de mettre en place des bornes Wi-Fi dans nos mobilhomes. Donc il y a accès à de la télé, il y a accès à de la domotique avec les équipements de Deltador notamment. Et il y a accès bien sûr à de l'Internet pour faire tout ce qu'on peut faire quand on est confiné. Et on a eu des gens confinés dans les mobilhomes qui étaient très heureux. Donc on est en train de rentrer aussi dans un modèle d'équipement, on va dire, technologique pour développer, pourquoi pas, du mobile home office. On a des demandes dans ce sens-là d'entreprises qui cherchent à proposer une autre expérience à leurs collaborateurs ou des commerciaux itinérants. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver chez Cblue en termes de comment personnaliser le produit, tout en voulant quand même garder un standard et un standard technologique, parce qu'on est avant tout IT, et on veut quand même aussi avoir des frameworks et des choses qu'on puisse maîtriser. Donc on est ouvert à ces discussions, et puis peut-être Tom redire aussi un petit mot sur le self-checking qu'on a testé cette année, mais qui devient un des gros enjeux avec à la fois cette crise Covid et tous les protocoles sanitaires qu'on a dû imposer à nos exploitations. Voilà, enfin, peut-être une idée, parce que là on a 2-3 idées à vous soumettre, mais on sait encore pas bien comment les mettre en œuvre. Donc si vous avez un petit peu de temps derrière, on est prêt à en discuter. Donc voilà, peut-être un mot sur le self-checking, puis il y a peut-être des questions. Ouais, cette partie self-checking, alors il y a une conférence en même temps dans une autre salle qui parle de finalement cet accueil dématérialisé. C'est un enjeu fort, notamment sur les campings, parce que pour nous c'est un pic finalement, un flux, un pic à l'accueil qui est le samedi, les arrivées, les départs. Sur certains campings, on peut avoir un peu plus de 500 arrivées dans la journée. Donc c'est vraiment, c'est pas un petit flux, hein. À un moment, il faut gérer cette partie-là, et c'est là où le self-checking, dire aux gens, si vous voulez éviter de faire la queue, et c'est ce qu'on évite un maximum. Donc on a fait des accueils dématérialisés sur des points dans le camping. On a permis aux gens de mettre leur carte bancaire avant et de payer la caution avant et de faire tout pour éviter de passer par l'accueil et de passer une demi-heure à remplir tous les papiers. Le but, c'est d'aller vraiment dans cette expérience poussée, de dire aux gens maintenant, voilà, vous avez la possibilité de faire vous-même finalement cet accueil et d'être libre, d'arriver à l'heure que vous voulez, d'être libre de passer ou pas par l'accueil pour avoir plus d'informations. C'est vraiment cette sensation de liberté, d'autonomie. On souhaite autonomiser, on va dire, les gens, les vacanciers, les propriétaires dans leur expérience, et éviter, comme avant, de dire on va absolument avoir un point de contact humain avec eux. On leur laissera toujours la possibilité, mais le but, c'est de leur laisser le choix et de ne pas leur imposer. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, comment discuter avec nous, comment s'intégrer, quelle est la procédure pour essayer de tester quelque chose chez nous. Je pense que de mon expérience, pour vous donner une petite idée, je viens du monde de la start-up, c'est toujours compliqué de passer à l'échelle, de tester son produit sur un terrain de jeu réel, viable. Aujourd'hui, c'est 23 campings, c'est 10 000 propriétaires, c'est énormément de vacanciers, notamment l'été, mais aussi sur les ailes de saison, puisque le camping est ouvert un peu plus de 10 mois dans l'année. Donc ça donne un terrain de jeu, je pense, pour les startups. Aujourd'hui, on est là du côté technique, parce que c'est souvent le plus grand frein quand on veut tester. Le marketing est toujours pour tester plein de choses, mais la technique s'arrête toujours à un moment après eux, et c'est compliqué de passer un test viable. Donc le but, c'est aussi d'ouvrir la discussion et de casser tous ces freins techniques pour dire testons, et on ira dans le marketing parce que ça marche. Si ça marche, finalement, il n'y aura pas de frein pour le marketing. Alors effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a qui souhaitent vous rencontrer, mais je pense qu'ils ne poseront pas des questions. Ils viendront vous voir après parce que c'est mettre en avant leur projet, donc il y a besoin un peu de confidentialité. Si vous avez des questions,
Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Oui, il y a quelques idées. Donc là, on parlait du self-check-in, self-check-out. Donc on a des problématiques aujourd'hui d'optimiser tout ce qui va être aussi horaire prédictif d'arrivée en fonction des localisations de départ de nos vacanciers pour aider, et c'est un sujet très complexe, la gestion des ménages. Voilà, la problématique qu'on a de trouver des équipes ménages sur des journées très denses un samedi, donc outiller avec de la technologie nos directrices d'hébergement en récupérant un maximum d'infos, en faisant tourner aussi un petit peu de machine learning si on peut pour prédire les horaires d'arrivée en fonction des accès routiers par exemple. Ça, c'est une des idées. D'autres idées peuvent être autour ce qu'on appelle chez Ciblou les Fun Pass, c'est qu'on a des bracelets aujourd'hui qui permettent d'accéder à des infrastructures aquatiques, club kids, et qui embarquent ou pas des informations personnalisées sur l'âge des enfants pour un accès ou pas à la piscine avec un adulte. Et ce bracelet peut aller demain jusqu'à des fonctionnalités de cashless ou de personnalisation sur... on regardait hier les selfies vidéo là, de Memories, c'est génial, on a fait un petit clip. Ça, c'est un moment super fun, on repart avec, donc pourquoi pas aussi le monétiser ou en tout cas l'embarquer sur son Fun Pass, puisqu'on peut stocker un peu d'informations. Donc il y a 2-3 idées. Notre vision et notre mission d'entreprise, c'est une raison d'être, hein, c'est avant tout de vendre du fun. Donc on cherche à outiller avec de la technologie pour que ça reste fun, que ça reste sécurité. On accueille des familles de plus en plus, des vacances locales, ce qu'on a appelé le staycation. Donc on est aussi en train de se recentrer sur cette happiness bubble chez Ciblou en offrant du fun avec une technologie simple, pratique, utile. Donc voilà un petit peu les axes sur lesquels on travaille, assez orientés dans la praticité et l'expérience fun, on va dire. Une autre question? Oui. Vous orientez principalement les activités de vos utilisateurs, de vos propriétaires, du coup, à l'intérieur de vos villages ou également aux activités qui se font à l'extérieur de vos villages? Alors, on a effectivement des activités dans le village avec un programme d'animation qui est posé. Après, on a des partenariats, on pousse aussi vers d'autres activités parce que tout se fait pas sur le village. Il y a une expérience locale et pas uniquement sur le camping. Les gens aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'ils passent autant de temps dans le camping qu'à l'extérieur parce qu'ils sont aussi là pour découvrir le lieu, la région. Et c'est le but aussi, hein, le camping amène effectivement un flux de personnes qui sont là pour consommer local, donc aller voir les restaurants qu'il y a autour, voir les activités qu'il peut y avoir autour. Nous, le but, c'est de dire aussi, vous avez des activités dedans si vous voulez rien faire aujourd'hui et rester juste sur l'endroit. Donc, vous avez la supérette, des choses comme ça. Mais on sait forcément que les gens vont aller à l'extérieur. Et c'est le but aussi de leur dire peut-être quoi faire, mais sans arriver sur une liste de choses à faire particulier. Donc on n'est pas contre, on a à l'accueil, c'est le côté traditionnel un peu du camping, mais toutes les documentations à quoi faire autour du camping, c'est un peu le côté traditionnel. Allons plus loin, c'est sûr que ça peut être quelque chose d'opportunité. Et pour vous donner un exemple, on a un village dans le Val-de-Loire, à côté de Chambord, qui s'appelle donc le domaine de Duny, qui a plutôt très bien fonctionné cette année. Et des propriétaires qui sont à Duny depuis des années, 5 ans, 7 ans, 8 ans, une fois qu'ils ont visité le zoo de Beauval, Chambord et puis la cité d'Amboise, ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Alors dans la région, la région, elle, ce qu'elle est, elle se développe en termes de tourisme. Par contre, sur le camping, on a développé un escape game virtuel, on a développé un laser game nocturne, on a développé des choses avec des QR codes, de proposer aussi des expériences parce que le domaine est très très vaste, c'est quand même 22 hectares. Donc, il y a toujours un mix de quelle est la clientèle qui cherche à rester dans le camping pour y rester en sécurité, et quelle est la clientèle qui a besoin de s'ouvrir sur les lieux. On parlait des lieux ce matin, ça reste quand même des très belles destinations touristiques. Il y a beaucoup de choses à visiter au-delà des personnes à rencontrer. Merci bien. Je vous propose de rester là et puis ensuite vous pourrez rencontrer les startups qui ont des questions. Merci à vous. Un coup de désinfectant et passe
le micro désinfecté à Charles-Édouard Girard, donc je remercie pour sa présence. Donc on s'est dit que tu es intervenu tout à l'heure en tribune, je pense que vous étiez quasiment tous dans la salle, donc ce n'était pas la peine de représenter, et que là on partait plutôt sur une forme de questions-réponses. Allez-y, vous avez un start-upper expérimenté, donc vous allez pouvoir lui poser toutes les questions existentielles que vous vous posez, questions pratiques, questions d'avenir. Il est à votre disposition. Peut-être quelques mots pour commencer. Bien, quoi, bien sûr. Je vais pas vous représenter au Make Change, juste pour vous dire que c'est marrant, plusieurs personnes me demandent à chaque fois est-ce qu'on est encore une start-up. Et en fait, je ne sais pas si on vous a déjà donné une définition de start-up. Et en fait, moi j'en ai lu une, je ne vais pas me l'approprier. Je sais plus, je l'ai lu, donc je ne vais pas pouvoir donner le nom, mais pour moi, c'est des entreprises qui sont dans un univers qui est très changeant et donc qui doivent s'adapter à ces changements, avec tous les paramètres étant de l'incertitude. Bon, alors maintenant, j'ai l'impression que toutes les boîtes sont dans ce système-là en ce moment, donc ils vont toutes devenir des startups. Mais avant la Covid, c'était un petit peu comme ça. Voilà. Et juste pour aller rebondir un petit peu sur ce qu'a fait Cécile, nous, c'est vrai que nous, on vous a vu, on a racheté pas mal d'entreprises et on est toujours intéressé. Et donc, on réfléchit à... donc on est toujours à la recherche. Donc si il y a des gens qui trouvent qu'ils ont été au bout du concept et qu'ils en ont marre, et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Stéphane Dur, c'est Charles-Edouard@Make-Change. On réfléchit sur l'activité, sur la digitalisation aussi de l'accès, sur plein de choses. Pour nous, c'est hyper important. Je pense que les croissances comme ça qu'on a fait externes sont très créatrices de valeur et nous aident beaucoup à grandir et soit à faire venir des gens, soit à même nous poser des questions et les bonnes questions. Voilà. Je n'ai pas posé la question tout à l'heure parce qu'on avait un public qui était beaucoup plus tourisme que start-up. Là, c'est franchement l'inverse. Peut-être quelques mots sur comment le petit poussé rachète l'ogre américain, parce que c'est quand même dans les start-up, c'est très rare ces situations-là. Donc peut-être 2 mots sur comment ça s'est passé. Avec plaisir. Alors, 2 mots. Tu m'as déjà entendu en parler parce que j'étais venu à Bordeaux. Tu sais que je ne vais pas en dire que 2 mots si je raconte. Non, je pense que c'est vrai, une des leçons que nous on a tirées de l'expérience, c'est vraiment que il faut oser tout, quoi. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, j'ai l'impression que il n'y a pas de limite et que quand vous présentez quelque chose, un projet, que vous cherchez de l'argent, en fait, ce que cherchent les personnes en face, c'est du dynamisme, de la motivation. Et si on voit dans votre regard que vous y croyez, que c'est super, que vous allez y mettre toute votre énergie, etc. En fait, moi, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite à rien, quoi. Donc, de temps en temps, on se dit, si on rachetait Airbnb, c'est pour la blague, mais il y a un côté comme ça, quand on se dit, voilà, il y a des choses qu'on ne s'empêche pas de faire grand-chose. Et je trouve que c'est souvent une des limitations, c'est qu'on a plein de croyances de choses. On se dit, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Et vous l'avez dû le rencontrer en tant que start-up, c'est encore pire quand vous demandez aux autres, quoi. Et vous allez raconter un truc qui fait, non, mais ça marchera pas, quoi. Voilà. Et vous le vivez évidemment au quotidien. Mais on le fait aussi soi-même, et c'est peut-être un des pires freins pour les start-up, pour les petites entreprises, c'est de se mettre des freins avant d'avoir tenté. Il y avait une pub, je crois que c'était la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne l'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et si vous vous plantez, en fait, vous aurez quand même vachement avancé. Nous, il y a plein d'erreurs qu'on a fait. Et dans Big Change, il y en a au moins 10, quoi. On aurait pu les acheter moins cher, on aurait pu le faire plus vite, on aurait pu mieux financer, on aurait pu, mais 15 fois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je peux vous aider. Je vais pas. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vais tenir le micro. Ok. Si on peut poser toutes les questions, vous n'allez pas partir. Hein. Moi, j'avais une question quand vous étiez au tout début, avec juste des early adopters. Je pense que avoir la confiance de vos utilisateurs, ça devait être le premier frein à faire lever. Quelle décision vous avez prise qui a pu être décisive justement pour faire lever cette barrière de la confiance et d'un seul coup grandir plus rapidement? Parce que l'on voit sur votre site qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour justement gagner de la confiance, mais est-ce qu'il y a un élément qui a été vraiment qui a levé ce levier? Alors, putain, c'est des questions dures, c'est sûr que j'y suis pour longtemps. Ouais, c'est ça. En fait, je crois
c'est marrant parce qu'il y a des fois, je ne sais pas si vous racontez une histoire et les gens ils disent non, je ne montrerai pas de boîte, j'ai pas d'idée. Et en fait, moi, je ne crois pas à cette notion de choses un peu miraculeuses. Ça arrive, il y a des histoires incroyables comme ça, mais en moyenne, c'est plein de choses que vous faites, c'est lié au talent. Et il vaut mieux, plutôt que de se dire qu'on fait ça, que je le faire dans votre sens, pardon, c'est vrai que ça sera plus visible, c'est pas une énorme innovation qui fait qu'on change, c'est de savoir être beaucoup plus en contact de ses clients. Et pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est souvent fait du marketing personnel. Donc moi, je m'occupe plutôt de la partie marketing et commerciale et je lutte au quotidien parce que les gens, ils vont vous dire non, mais moi, je pense qu'il faudrait faire comme ça. Et en fait, ils pensent quoi? Parce que eux, ils aimeraient bien qu'on fasse comme ça. Et donc en fait, pour arriver à bien être en phase avec tes clients, c'est le mieux, c'est de jamais, et à chaque fois que tu penses quelque chose, c'est de te dire est-ce que je suis pas en train de parler de moi? Parle plutôt avec des clients, va les rencontrer, etc. Et nous, là-dessus, c'est ce qui nous a permis de faire évoluer progressivement. Ensuite, on l'a vu sur la partie tech, on n'arrive jamais à faire évoluer aussi vite qu'on le voudrait. Voilà, parce que ça nous paraît toujours hyper simple et bizarrement, c'est pour eux moins. J'ai jamais compris pourquoi, parce que je suis ingénieur en fait de formation et donc j'ai toujours trouvé ça simple. Bon, j'ai jamais bien fait, mais voilà. Et donc je pense que pour la confiance, pour te répondre, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'au début, on ne forçait pas. Au début, on faisait payer ce qu'on appelait la vérification. Et on voyait, et on s'est rendu compte d'un jour et un peu tard que globalement, 80% des échanges avaient l'air d'être avec des gens qui étaient vérifiés. Mais on a mis longtemps à se rendre compte. Et en fait, on n'a pas vu que... C'est assez con. Tu vas rigoler comme ça. Tu vois. On n'a pas vu qu'évidemment, si tu fais payer quelque chose et que c'est un truc qui est très utile pour toi, à quel moment c'est plus intelligent de ne plus le faire payer pour que ta croissance augmente ou de continuer à le faire payer en te disant bah ouais, mais quand ils payent, au moins ils sont sérieux. Et ce virage-là, on a mis très longtemps à le faire et maintenant on ne le fait plus payer. Voilà. Et ça nous a permis aussi de croître. Voilà. Je ne dis pas que c'est une bonne chose parce qu'après on gagnait plus cet argent-là. Hein. Donc ça a été compliqué. Pardon, ça a été compliqué. Voilà, donc, et ça, tu vois, c'est des petits éléments comme ça qui font que je pense qu'on a créé, on s'est rendu compte de la vérification, ensuite on a créé une assurance, ensuite on s'est rendu compte que les gens avaient besoin qu'on modère, on a créé la modération. Et on a fait plutôt des petits à-coups, et c'est là où on voit sur des taux qui sont des taux de renouvellement, qui sont sur des taux de fait de garder les clients, voilà. C'est là où on s'est rendu compte que ce qu'on faisait tendre vers quelque chose qui était très proche de 100%. Voilà, c'est pas exactement vrai, mais j'exagère le 100%. Le monsieur, d'ailleurs, vous pouvez vous présenter quand vous posez une question ou pas? Ouais, je le garde comme ça. Ouais, tu m'as bien parlé ce matin de la rupture de promesse chez Airbnb. Il y avait une volonté quand même chez eux d'être sur en fait toute l'expérience de voyage. Ils ont d'ailleurs sorti expérience. Est-ce que chez vous, chez Home Exchange, avec cette expérience qui est très particulière et c'est pour ça que les gens y viennent, est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller sur d'autres sujets que le seul hébergement du coup? Est-ce que ça trotte quelque part dans la tête et notamment, je disais encore ce matin, tous ces conseils que donnent les partenaires d'échange entre eux, à un moment essayer peut-être de les agréger, d'en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'hébergement dans votre roadmap? Non, il y a deux réponses à ça. C'est marrant parce qu'il y a mon associé et moi. Alors, moi, j'ai tendance à être un mauvais je ne réfléchis pas à l'aspect trop financier, ce que ça rapporte. J'ai l'impression, et c'est mon côté ingénieur là-dessus, j'ai l'impression que quand on fait un bon produit, à la fin, tout va marcher, quoi. Bon, il y a plein d'exemples où c'est pas vrai, mais en tout cas, voilà. Et lui, son impression, c'est qu'à chaque fois, on monétise pas assez. Et donc, sur les activités, c'est typiquement un truc où moi, je vois aujourd'hui qu'on a plein de gens qui mettent des bons conseils. Mon approche, c'est de dire, en fait, mais ce que veulent pas ces gens, c'est que ça devienne dans un pur domaine public. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de solution. Donc ça, c'est mon approche. Après, je te donnerai celle de mon associé. C'est leur approche, c'est de dire, tu as quelque chose dont tu sais que les gens ne veulent pas que ça devienne du domaine public parce qu'en fait, ils veulent le transmettre qu'à des gens qu'ils aiment. Donc tu vas le transmettre qu'à la communauté. Donc on a créé une sorte d'activité, de partage d'activités dans la communauté. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on le fait payer? Voilà. Et aujourd'hui, on ne le fait pas payer. On le transmet. On y va un peu avec des œufs parce qu'on marche un peu sur des œufs pour éviter qu'on ait ce problème-là de partage. En fait, ils sont sensibles à ça. Hein. La communauté elle est sensible et c'est leurs bonnes idées, voilà. Et à l'inverse, mon associé me dit Airbnb le fait, il faut qu'on le fasse. Donc on a lancé
on a lancé en parallèle des activités online. Il m'a dit, ouais, il voulait le faire avant que Airbnb fasse croire qu'ils l'ont inventé pendant le confinement, alors qu'il l'avait quand même réfléchi 6 mois avant. Hein. Il en avait déjà parlé. Il a fait, oh, on a été très agile, on l'a créé pendant le confinement. Tu parles? Il l'avait déjà fait et préparé à l'avance. Voilà. Et nous, par contre, on ne l'avait pas du tout préparé à l'avance. On ne savait pas qu'ils allaient le faire et on a commencé à le faire avec nos moyens. Et puis, quand on a vu qu'ils le sortaient beaucoup plus vite que nous, puisqu'ils l'avaient préparé à l'avance, eh ben, on s'est retrouvé un peu con-con. Et puis après, mon associé, comme on s'est retrouvé con, on a tergiversé. Et au moment, eh ben, on était déconfinés en France, aux États-Unis. Voilà. Donc, on pense qu'on le fera. C'est un truc, mais on ne sait pas encore bien le faire. Tu vois, avec les deux approches, soit au niveau de la communauté, soit au niveau du online, soit au niveau du offline. Et c'est pour ça que si on rencontre beaucoup de boîtes qui font des activités comme ça, et on voudrait trouver le concept qui nous correspond le mieux, voilà, pour que ça soit pas juste, je sais pas quoi, le Airbnb des activités, comme dirait tout le monde. Voilà. Autre question? C'est pas une question? Donc ça revient, vas-y. J'en profitais, moi. Alors, c'est un peu plus intéressé, du coup, hein, désolé. Alors, nous, on a créé une start-up qui s'appelle La Voyageuse, qui a objectif de sécuriser les voyageuses solo, en les mettant en relation avec des hébergeuses solidaires qui sont vérifiées. Et on a un peu le même système, le même modèle économique que vous, avec un système d'abonnement annuel. Et on a souvent cette question qui nous revient. Ouais, mais moi, je voyage pas toute l'année, je voyage que 2 semaines, j'ai pas besoin d'un abonnement. Netflix, je suis abonné, j'utilise tous les mois, mon téléphone, c'est pareil. Du coup, on a sorti un modèle pour 3 mois, moins cher, pour que les gens testent et fassent confiance, mais au niveau chiffre d'affaires, c'est quand même moins intéressant. Donc, j'imagine que cette question vous a été posée peut-être par vos utilisateurs. Et du coup, quel conseil vous auriez à me donner? On a même fait pire, c'est-à-dire qu'on l'a fait et on l'a arrêté, voilà, pour être clair. Parce que, en fait, exactement, c'est-à-dire que quand tu as un service qui ne s'utilise pas au quotidien, en fait, on a voulu déconnecter l'utilisation du business model, ce qui est vraiment pas, c'était pas ce qu'on... Je fais le parcours au début, guest to guest, donc comme je ne l'ai pas raconté ce matin, mais c'était un modèle à l'acte. C'est-à-dire quand vous faisiez un échange, vous preniez un... Alors au début, je fais même tout au début, c'était on donnait la possibilité aux gens d'avoir une caution et nous on prenait, donc on rendait un service qui était optionnel dans lequel on prenait un pourcentage. On prenait 3,5% du montant de la caution. Voilà. Et donc en 70% les gens choisissaient ces services, mais il y avait 30% des échanges qui étaient gratuits. Puis on a amené l'assurance. Donc on a fait, c'était 4 € par jour jusqu'à 12 € par jour. Vous étiez couvert pendant votre séjour. Puis après on a racheté HomeExchange, ils avaient un abonnement. Et puis quand on a essayé de faire cohabiter les deux. Et HomeExchange avait fait ce truc de 3 mois. Et en fait la conclusion du 3 mois, c'est que tout simplement, en fait les gens, ils ne valorisent pas, comment dire, ça se rapprochait de notre modèle avec Guest to Guest. C'est-à-dire qu'ils ne valorisaient pas le fait qu'ils pourraient le faire dans 4 mois. Et que ce que ça générait, c'est qu'ils se posaient la question du paiement dans 4 mois. Donc on avait des stats qui disaient que si je le faisais pour 3 mois, en fait, je faisais beaucoup moins d'échanges que si je le faisais dans l'année. Or nous, notre seul intérêt, c'est pas que économique, c'est que tant que l'échange, les gens n'en font pas beaucoup, quand quelqu'un fait un échange, souvent il convertit une autre personne. Et donc l'important dans notre phase aujourd'hui reste encore que d'encourager les gens à faire des échanges et pas à créer des freins sur les échanges. Voilà. Et donc en fait, on a décidé de faire ça. Et la logique, je pense qu'on fera peut-être un jour, c'est plutôt que d'utiliser le mot abonnement, en fait c'est très psychologique, c'est club. Voilà. Et donc on se dit, peut-être que sur un mot, en fait les gens ne vont pas le prendre comme ça, et ils vont le prendre comme étant un service. Et donc aujourd'hui, et plein de gens nous le disent, je pense qu'on va finir sur des notions de club, c'est-à-dire que tu t'inscris sur quelque chose qui te donne un accès à des services, plus que j'ai un abonnement, parce qu'en fait ça a été un peu galvaudé avec des services qui sont Netflix, qui a une utilisation très quotidienne. Voilà. Et toi, tu as une utilisation moins fréquente, et donc on t'enlève le droit d'avoir ce type de truc sur une année. Et donc pour moi, il faut qu'on arrive à changer d'univers, et donc sans doute le mot est très lié à l'univers. Voilà, mais tu vois, peut-être que le pass, c'est aussi encore trop proche de... le pass, tu vas le prendre une fois, quand tu vas dans un musée, tu restes encore dans un truc à l'acte. Et nous, on veut s'éloigner de plus en plus de l'acte pour pouvoir proposer un business model. Et là, le prix, en plus, est plus intéressant parce que les gens, à l'acte, ils vont le comparer à des choses qu'ils connaissent. Et nous, on voyait comparer à des Airbnb. Donc, c'est évidemment beaucoup moins cher. Mais si on voulait augmenter le prix, par exemple, eh ben, tu augmentais par rapport à Airbnb. Voilà. Et donc, en fait, ils te disaient, bah, regarde,
Et nous, on prenait des commissions qui étaient moins importantes à la base. Mais donc voilà, sur ton business model, nous, il faut arriver à s'éloigner. Nous, on voulait s'éloigner de ça. Et je pense qu'un des trucs, c'est sans doute arriver à s'éloigner de l'univers mental dans lequel on veut te comparer, parce que les gens ont besoin, et surtout sur un modèle qui est un peu innovant, les gens ont ce besoin, quoi. Tu sais, je sais pas si c'est vrai dans plein de choses. On a besoin de se rapporter à quelque chose qu'on connaît. Du modèle plus de l'adhésion dans des salles de sport où si tu vas une fois par mois, ça coûte cher. Si tu vas tous les jours, ça coûte moins cher. C'est de l'adhésion. Une autre question? Pas d'autres questions encore? Oui. Une autre question à part la voyageuse? Mais tu vas la voir après, hein? Non? Elle n'est pas claire dans ma tête, donc je vais essayer de la rendre claire au micro. Ah bon. Je lui ai dit, elle m'a dit non mais on comprend rien à ta question. Ok, alors en fait, donc nous on est au démarrage, ça fait 1 an qu'on est sur le sujet, on vient de lancer il y a 3 mois. On avait lancé le 20 mars, on a lancé le 11 mai. Merci. Et en fait, là où vous en êtes, il y a eu plusieurs étapes, on l'a vu d'ailleurs dans la courbe. Et ma question, c'est quelles sont les étapes? Est-ce que pour vous, il y a eu 2 étapes majeures, 3 étapes majeures, peut-être beaucoup plus, qu'on ne peut même pas quantifier? Et est-ce que vous avez en tête des petits trucs qui ont fait que ça cliquait, quoi, ça basculait à un moment? C'est sûr, il y a eu des acquisitions. Est-ce que sans acquisition... Enfin voilà, la question est très large et immense. Non, elle est claire. Et c'est quoi ce que tu fais? C'est ce que vous faites? Éco-responsable, d'accord. Merci de la précision. Oui, alors il y a des étapes. En fait, alors c'est facile parce que quand tu les as passées, tu les analyses beaucoup mieux, tu sais, en re-regardant. Tu sais, c'est un peu. Voilà. Nous, il y a une étape marrante, c'est que quand, au début, pour vous raconter l'histoire, on faisait du B2B2C. C'est-à-dire qu'on était persuadé, on avait des systèmes de clubs internes, et on était persuadé qu'on allait voir des entreprises. C'est un modèle que tout le monde, souvent dans des startup studios, ils vous disent vous devriez mieux aller voir des entreprises parce que c'est quand même plus facile d'en convaincre un que de convaincre du B2C. Et c'est vrai que le B2C est très mal financé en France parce qu'il faut des gros montants pour arriver à convaincre sur des nouveaux modèles, des nouvelles pratiques. Et donc on faisait du B2B2C, on allait voir les entreprises, on créait un club d'entreprises et ensuite on essayait de leur facturer quelque chose, ça nous crée des maisons. D'accord? Donc, la première étape, ça a été de voir plein d'entreprises et de créer des maisons. Bon, alors, la première étape avant, ça a été de demander à nos familles et nos amis de mettre leur maison. Ça nous crée du volume, etc. Et la deuxième étape, c'était sur des sites qui existaient, qui avaient des maisons, c'est d'aller faire « Bonjour, vous ne vouliez pas faire de l'échange de maisons ?» Jusqu'au moment où on se faisait envoyer un mail par le site qui nous disait « Vous êtes gentil, calmez-vous ». Et on a arrêté de le faire. Voilà, on l'a fait sur Le Bon Coin, on l'a fait sur Craigslist, on l'a fait sur plein de trucs. Voilà, et jusque... Donc, ces étapes de trucs, on s'est rendu compte que ça marchait pas bien le bit. Moi, je l'avais un peu dit à mon associé, parce que je lui ai dit, c'est une horreur. Moi, j'ai travaillé dans une autre entreprise, je le faisais avec ça. Et je lui ai dit, tu vois, c'est chiant, les CE. En fait, c'est pas du tout miraculeux. On croit que c'est miraculeux, mais c'est très... Et surtout que nous, en fait, je sais pas si vous connaissez un peu le principe le fonctionnement des CE, mais les CE, en fait, ils se valorisent, les gens qui travaillent sur le CE se valorisent aussi par ce qu'ils vous offrent. Et nous, notre modèle, il était gratuit. Donc en fait, on est arrivé sur un truc où c'était difficile de convaincre les CE puisqu'on allait leur proposer, ils n'allaient pas pouvoir, voyez, dire, de transmettre quelque chose. Et mine de rien, ils le font pas pour ça, mais c'est ce qui les valorise, quoi. Et donc ça marchait pas. Et donc je lui ai dit, écoute, on arrête si on n'est pas capable de faire autre chose, etc. Donc on a essayé de continuer, on s'est tapé. Parce qu'en plus, on avait malchance de convaincre Air France et Air France a bien marché. Bon, bizarrement, c'était un peu un cas particulier, mais. Et après, on a été voir les autres. Et on arrive à créer les clubs. Tout était gratuit. Ou un jour, on vous fera payer. Mais donc, c'est gratuit. Je ne me valorise pas, mais je n'ai pas de problème. Sauf qu'on avait 10 maisons qui se créaient, alors qu'on avait passé 6 mois à les convaincre. Parce que vous allez chez, je ne sais plus quoi, on avait convaincu, je ne sais plus quoi, JC2Co, L'Oréal, machin, etc. Sauf que pour qu'ils en parlent, c'était compliqué. Donc, on avait 10 maisons, quoi. Et là, une des étapes, par exemple, on s'est dit, on va essayer de lever un petit peu d'argent dans les gens qu'on connaît, dans les gens qu'on connaît qui connaissent quelqu'un qui connaît, quoi, voilà. Donc on a fait une première petite levée, lui, moi, et puis tous les gens qu'on connaissait, voilà. Et moi, je lui ai dit, moi, je m'occupais de la partie marketing, je lui ai dit, on va faire du vrai marketing digital, et si on est capable de créer des maisons comme ça, qui ont un petit peu de qualité. On ne voulait pas qu'ils fassent des échanges, on voulait voir si on avait des maisons qui venaient. Et ben on s'est dit, moi je lui ai dit, on arrête sinon, parce que sinon, si on n'arrive pas à le faire en digital, qu'on n'arrive pas à le faire en truc, on peut le faire 10 fois différemment. Au bout d'un moment, on sera un peu au bout du bout, quoi. On avait testé pas mal de choses. Et donc la première étape, ça a été
on a donc levé de l'argent et on s'est dit, c'était 600 000 euros. D'abord, on a levé 250, j'ai une bêtise. On a levé 250 000 et je lui ai dit, on va mettre 150 000, on va faire du digital. Et l'objectif, c'était de faire, je crois, on avait 1500 maisons, je sais plus. Ouais, et c'était arrivé à 20 000 maisons à la fin de l'année. Et je lui ai dit, donc il fallait que tu calcules le prix de la maison. Bon, il y avait aussi on avait un salarié, on avait pris, il n'y avait pas que ça, mais à la fin de l'année, eh ben, on avait 28 000 maisons. Voilà, et donc tu vois, on s'est mis des parcours comme ça, où le long, et ça je peux t'en raconter 15, où à chaque fois, il faut arriver à se dire, et c'est difficile, moi c'est ma 3e entreprise, lui c'était sa première, mon associé, c'est difficile de laisser tomber, ça c'est clair. Voilà. Mais il faut arriver à se mettre des jalons et se dire que si tu les as pas, et que ça traîne trop longtemps, en fait tu finis par te tromper, et il faut bouger, quoi, il faut changer. Et ça, si chacun est un peu, ça dépend aussi de ta situation personnelle. C'est-à-dire que si moi, je n'étais pas au chômage parce que comme j'avais créé d'autres entreprises, j'avais rien, donc j'étais d'accord pour ne pas payer, mais je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas gagné suffisamment d'argent pour pouvoir, en plus de rembourser mon appart, mon truc, pour ne pas me payer, parce que j'ai pas de chômage, pas me payer pendant 10 ans. J'aurais adoré, hein, mais non, je suis pas sûr d'ailleurs. Non, mais bon, voilà. Et donc j'avais une limite. Je lui avais dit, moi, si dans les 1 an et demi, 2 ans, on n'arrive pas à le faire, voilà. Et lui, il touchait le chômage, donc tu vois, sa situation était un peu différente. Et donc on s'est retrouvés à faire ça, mais on était d'accord sur le fait que le premier jalon, c'était d'arriver à 20 000. Et après, le deuxième jalon, c'était d'arriver à 100 000. Voilà. Donc on s'est mis comme ça des choses. Il fallait l'atteindre, il fallait se donner cet objectif. Et avec un timing donné. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Voilà. Et je pense que quel que soit le modèle, il faut accepter que, et c'est très lié à, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est très lié à ton activité. Il faut trouver ce qui crée ton activité. Nous, c'était les maisons, il y avait très peu d'échanges. Hein. Mais on s'était rendu compte que nos financeurs aimaient le volume, ce qui n'avait aucun sens. Hein. Parce qu'après, comme je me suis rendu compte qu'ils aimaient le volume, j'ai été les créer au Brésil. Et j'en avais, grâce à Facebook, des tonnes qui servaient à rien, mais je montais mon volume. Donc on a fait notre levée d'après, rien qu'avec un petit doute sur le volume qui était très important, mais pas beaucoup d'échanges. Voilà. Donc après, chacun a sa logique. Ils n'ont jamais regretté, puisqu'après on a amélioré la qualité, mais tu vois, il y a ça... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Écoutez, je vous propose peut-être qu'on s'arrête là si vous voulez avoir un moment d'échange avec, là déjà tout de suite avec les intervenants. Je vous remercie vraiment tous les trois pour ces... Et donc, vous pouvez maintenant aller parler de vos projets plus discrètement avec eux. Ça sera plus filmé.